Je suis Maitri Sataraman. Cette semaine, Real Economy explore le monde de la microfinance dans un marché européen plutôt dominé par les banques traditionnelles. Tout d'abord, nous parlerons microcrédit en Roumanie où des prêts d'un montant limité et une formation succincte peuvent faire la différence. Nous verrons comment, grâce à Internet, la microfinance s'adapte aux besoins des particuliers et des entreprises de l'ouest de l'Europe qui n'ont plus accès au financement des banques. Enfin, le Fonds européen d'investissement nous indiquera comment ce secteur participe à la création d'emplois et à la croissance. Le microcrédit et la microfinance sont des termes que l'on associe souvent aux pays en développement, mais l'Europe est aussi concernée. Ces services représentent une solution pour les entreprises, comme celles sur ce marché, et les personnes à faible revenu. Mais avant d'aller plus loin, voici notre cours accéléré. À une époque, la roue du crédit bancaire tournait pour Victor. Ses revenus, ses actifs et sa capacité à rembourser lui permettaient d'accéder à des dispositifs financiers traditionnels. Mais Victor en est exclu depuis qu'il a perdu son emploi et qu'il a choisi de devenir travailleur indépendant. Privé d'accès aux banques, il peut solliciter les institutions de microfinance ou IMF qui proposent des services de microfinancement aux personnes à faible revenu. Il peut ainsi prétendre à un prêt personnel d'un montant maximum de 25 000 € pour payer son loyer, des situations d'urgence ou une formation. Cette petite roue est aussi précieuse pour Victor qui veut emprunter pour créer sa micro-entreprise. Montant maximum prêté 25 000 € là encore. Ce type d'institution propose aussi un programme de tutorat et des services divers en matière d'épargne, d'assurance, de paiement et de transfert d'argent. Victor peut ainsi financer une activité génératrice de revenus sans l'aide des banques. À présent, quelques éléments de contexte. En 2013, la microfinance en Europe a permis de débloquer 1,5 milliard d'euros. Montant moyen des prêts, environ 8 500 €. 79% d'entre eux étaient destinés à des entreprises, le reste à des particuliers. Comparé à 2011, cette répartition a évolué en faveur des sociétés. Dans les pays de l'Est de l'Europe, comme la Roumanie, le secteur de la microfinance est devenu une bouée de sauvetage après avoir mis des années à s'établir. Aujourd'hui, ces dispositifs, modestes, engrangent des résultats d'ampleur, comme Guillaume Desjardins a pu le constater. Si le talent n'a pas de prix, la matière première et les outils, eux, oui. Il y a quelque temps, Rudolf Florea a eu besoin d'emprunter pour développer son activité de luthier. La microfinance était la bonne option. Il a contracté 2 prêts auprès d'un organisme de microcrédit pour un montant total de 13 700 €. Les autres banques nous demandaient des tonnes de papier. Comme on venait tout juste de démarrer, on n'avait pas encore conclu assez de ventes pour prouver qu'on pouvait rembourser un prêt. Avec le nombre de ventes et les revenus que nous avions à l'époque, la Fondation FAER nous a donné une chance en nous accordant ce microcrédit. 47 000 microcrédits ont été accordés en Roumanie en 2013, dont près de 9 000 à des entrepreneurs, pour un montant moyen de moins de 7 000 €. En Europe de l'Ouest, la microfinance existe également, et les montants sont d'ailleurs plus gros. Mais ici, à l'Est, bien que les crédits soient plus petits, plus de personnes peuvent en bénéficier. Et ça, au niveau de l'économie réelle, ça fait toute la différence. Pour les gens qui bénéficient, ont un impact économique important parce qu'ils réussissent à survivre, ça c'est le premier. Ils réussissent à gagner leur vie correctement. Ils réussissent à se développer. Donc dans le temps, ils réussissent à se développer à partir de très peu. Petit à petit, ils se développent sur le plan professionnel, sur le plan économique. Et dans un jour, il arrive d'être bancable. Mais la microfinance, ce n'est pas que du crédit. Comme le dit le vieux proverbe, si l'on veut nourrir un homme un jour, on lui offre un poisson. Si on veut le nourrir toujours, on lui apprend à pêcher. Partant de ce principe, certaines institutions de microfinance offrent à leurs clients des formations pour les accompagner tout au long de leur projet. Dumitru est producteur laitier. Sur un an, on lui a accordé 5 prêts pour investir dans du bétail, des bâtiments et un tracteur, mais ce n'est pas tout. J'ai participé à des cours organisés par la Fondation. Il y avait des formations ici dans notre village. On se réunissait avec d'autres agriculteurs et la Fondation venait pour nous former sur les sujets qu'on avait besoin d'étudier. Cela a été vraiment utile. Certes, la microfinance ne peut à elle seule susciter un boom économique dans les pays de l'Est de l'Europe, mais elle permet déjà de générer des richesses et de l'emploi à petite échelle.
Pour favoriser ces levées de fonds, l'instrument de microfinancement européen Progress a laissé la place à la garantie du Programme européen pour l'emploi et l'innovation sociale, toujours géré par le Fonds d'investissement européen ou FEI. Nous sommes au Luxembourg avec le directeur général du FEI, Pierluigi Gilibert. Quel constat faites-vous en matière de microfinance en Europe ? La crise de 2007-2008 a changé la nature du marché. Beaucoup de gens qui ne trouvaient pas d'emploi dans les secteurs traditionnels se sont dit qu'ils allaient devenir travailleurs indépendants. Mais ils avaient un accès restreint aux canaux de financement bancaire. Par la suite, le même processus s'est produit en matière d'intégration sociale et économique, pas seulement pour les chômeurs, mais aussi par exemple pour les femmes chefs d'entreprise et peut-être aujourd'hui ou demain pour les migrants. Donc la microfinance est un outil qui peut permettre de s'attaquer à un nombre relativement important de difficultés. En effet, on estime que dans l'ensemble des 28 États membres, les besoins non satisfaits en matière de microfinance représentent 5 à 6 milliards d'euros. Pensez-vous que des évolutions législatives, des subventions des États membres puissent encourager le développement de ce secteur ? Le FEI ou la BEI interviennent là où le secteur privé ne le fait pas pour différentes raisons. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit le capital d'amorçage pour permettre à ce secteur de se développer et ensuite on peut se retirer quand éventuellement le secteur privé prend le relais. C'est très coûteux de faire preuve de la diligence requise et de mettre en place un tout petit prêt d'un montant inférieur à 25 000 euros. Il y a des coûts fixes qui ne sont pas indexés sur le montant du prêt. Donc ça fait sens pour une banque d'établir un prêt d'1 million d'euros qui coûte 1%, mais établir un prêt d'un montant limité, c'est très coûteux. Les banques n'ont pas particulièrement envie de le faire. C'est pour ça qu'une certaine forme de soutien public est toujours nécessaire, que ce soit dans l'ouest ou l'est de l'Europe. Quand les banques refusent de prêter, beaucoup se tournent vers un canal aujourd'hui largement exploré, les ressources privées. Une pratique synonyme de bouleversement pour la microfinance et ses acteurs. On peut citer le crowdfunding et le crowdlending. Et comme vous allez le voir dans le reportage de Fanny Goret, parfois les sommes ne sont plus vraiment micro. Face à la complexité du marché du crédit bancaire, de nouveaux modèles de financement sont apparus en ligne depuis la crise de 2008. Ils prennent la forme de primes, de prises de participation ou de prêts. Ces services financiers alternatifs en ligne permettent à des personnes comme vous et moi de devenir les investisseurs de petites entreprises comme la Petite Poissonnerie. Quand il a cherché à obtenir un prêt pour développer son magasin, Nicolas Rascle a essuyé un refus de sa banque. Il a alors sollicité Founding Circle, une plateforme britannique de prêts participatifs aux petites et moyennes entreprises. Ils nous ont proposé une solution et en l'espace d'1 ou 2 semaines, on avait l'argent sur le compte. Le taux d'intérêt qu'ils nous appliquent est légèrement supérieur à celui que proposerait une banque. Mais en l'occurrence, c'est inutile de parler des banques puisqu'elles ne voulaient pas nous aider. Le principe, des particuliers ou des entreprises prêtent à leur pairs. Ce sont le plus souvent de petits prêteurs, attirés bien entendu par un retour sur investissement. Sur cette plateforme, les prêts vont de 5 000 à 1 million de livres. Ces canaux alternatifs donnent l'opportunité à ces entreprises d'accéder à des capitaux. Ils sont beaucoup moins chers à faire fonctionner que les banques, qui ont des infrastructures traditionnelles. Ce n'est pas sans risque pour l'argent des prêteurs, même si la réglementation britannique sur la protection des consommateurs s'applique en partie à la société et que les entreprises sollicitant un prêt doivent montrer patte blanche. Pour faire une demande, votre société doit avoir au moins 2 ans et être bien établie. On a une équipe dédiée à l'évaluation de crédit et elle donnera à la requête une note de risque allant de A à E. À chaque note correspond un taux d'intérêt, puis l'entreprise est placée sur le marché. Les investisseurs, particuliers, institutions ou même gouvernements britanniques, décident ensuite de prêter directement de l'argent à ces entreprises. Jusqu'à présent, les institutions de microfinance n'ont pas tellement utilisé Internet. Ça leur permet de faire changer leur activité d'échelle, de lui donner plus d'ampleur, de la rendre plus efficace.
Le Royaume-Uni dispose de loin du premier marché financier alternatif en ligne d'Europe, notamment parce que son environnement réglementaire est plus flexible qu'ailleurs. Équilibrer innovation et protection, c'est l'un des défis que les législateurs doivent encore relever pour accompagner l'essor de ce segment de la microfinance. Que signifient ces systèmes pour les petites entreprises comme ces magasins, mais aussi pour l'avenir de la microfinance? Adressons-nous de nouveau au directeur général du FEI. Certainement, il y a des éléments qui nous font dire qu'effectivement les plateformes de prêt en ligne, de financement participatif, pourraient devenir beaucoup plus importantes. Elles sont capables de réduire les coûts, ce qui est l'une des principales difficultés quand il s'agit de rendre le secteur de la microfinance viable. D'après vous, y a-t-il un risque que ces dispositifs en ligne occultent l'objectif de l'intégration sociale? Oui, vous avez raison. Il est difficile de mettre en place un secteur de la microfinance viable sur le long terme si on n'offre pas de tutorat aux emprunteurs. C'est un aspect qui n'est pas pris en compte dans le cadre de ces initiatives en ligne. Dans ce domaine, a-t-on tiré toutes les leçons nécessaires pour éviter les prêts non performants et d'autres risques que les banques commerciales ne veulent pas prendre? Personnellement, je ne crois pas que les prêts non performants soient un problème particulièrement aigu en microfinance. Les principales difficultés, ce sont plutôt les coûts de traitement, les coûts d'information, la diligence requise, le contrôle et les taux d'intérêt. Toutes les innovations qui réduisent les coûts de traitement dans ce domaine sont les bienvenues. Monsieur Gilibert, merci beaucoup pour cette interview. Et merci à vous de votre attention. À bientôt.